Eh ben, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour fêter les 20 ans du VLIP avec le lancement du Dézoom Festival. Donc une journée spéciale autour de l'audiovisuel et du journalisme qui questionnera notre rapport à l'information. Merci au château de nous accueillir et à nos autres partenaires, parmi lesquels on peut citer la ville de Nantes ou encore le voyage à Nantes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le VLIP, même si je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui le connaissent déjà, c'est une association qui est née sur le campus de Nantes en 2004 avec pour but de valoriser la parole de la jeunesse dans les Pays de la Loire. En maniant l'outil vidéo, ces bénévoles traitent une information alternative et locale construite par et pour les jeunes. Je m'appelle Margot et je suis journaliste pour plusieurs médias dont Presse Océan et Libération. Mais avant ça, il y a 4 ans, j'ai moi-même eu la chance d'effectuer un volontariat de service civique au VLIP et de pouvoir participer à la diffusion de ces valeurs d'éducation populaire. Je suis ravie aujourd'hui d'être accompagnée de 3 intervenants qui décortiqueront lors de cette table ronde la place qu'ont aujourd'hui les jeunes dans les médias, mais aussi quels sont les rapports qu'ils entretiennent avec eux, et enfin ce qui peut les motiver à créer eux-mêmes leurs propres médias. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Pour en discuter, donc, nous accueillons Elsa Gambin, journaliste indépendante depuis 2016 à Nantes, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et intervenante en éducation aux médias. Elle est aussi ancienne éducatrice spécialisée, spécialiste des adolescents. Et elle a donc un attachement particulier aux sujets liés à la jeunesse, sur lesquels elle écrit notamment pour Télérama ou encore pour Slate et d'autres médias encore. À côté d'elle, nous avons Elias Jabari, en Master 2 de philosophie à Nantes. Et il a fondé La Ration, un journal étudiant indépendant à l'Université de Nantes en 2020, avec pour but de créer donc un journal construit par et pour les jeunes là aussi, gratuit et surtout indépendant. Et sans publicité. Et sans publicité. Et puis on a aussi avec nous Loulacina Foubert, chef de projet 18-25 ans chez Ouest France, un projet qu'il détaillera lui-même plus tard, et à l'origine journaliste spécialiste des jeux vidéo. Son travail consiste à réfléchir à comment s'adresser à cette tranche d'âge, à la jeunesse, notamment par le biais des réseaux sociaux. Est-ce que j'ai tout bon ? C'est parfait. Parfait. Et ben pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Comment, la plupart du temps, les jeunes sont-ils représentés dans les médias ? Et Elias, si tu veux, tu peux commencer. Je pense que jusqu'à peu, c'était peut-être un non-sujet, quelque chose dont on ne traitait pas forcément. Et j'ai l'impression qu'il y a un regain d'intérêt pour la notion de jeunesse. Peut-être parce que je pense aussi au numérique, il y a de plus en plus de personnes qui se sont lancées, je pense, pour différents projets. Ça peut être genre, vous parliez de l'influence, etc. Je pense que ça a mis les jeunes en avant. On a pu beaucoup les critiquer, je pense, aussi. Donc je pense qu'on présente les jeunes sous un aspect un petit peu décalé, pas professionnel, pas sérieux, comme une sorte de demi-sujet, pas encore adultes, quoi. Quand même, ils sont déjà majeurs. Et je pense que globalement, c'est à peu près ça. Maintenant, je pense qu'on essaie vraiment de les mettre en avant et de dire que ce sont des ressources précieuses qu'il faut guider, etc. C'est, je pense, une sorte d'ambivalence, je pense, entre deux notions, un côté un peu un rejet de la jeunesse, un côté un peu une adoration de la jeunesse. Dans tous les cas, je trouve que c'est assez fétichisé, en fait, en fin de compte. Est-ce que l'un de vous deux veut ajouter quelque chose ? Ta question, c'était comment ils sont représentés, hein, c'est ça, dans les médias. Mal. Enfin, moi, ce que j'en vois, c'est mal. C'est-à-dire que moi, je constate qu'ils sont représentés majoritairement de 2 façons. C'est-à-dire soit c'est des victimes de harcèlement ou quelque chose, soit c'est des problèmes. Voilà. Donc c'est une jeunesse à problème, c'est les révoltes urbaines, voilà. Donc je vois assez peu de 3e façon de les présenter, sauf exception. Mais en tout cas, et tout ça est porté en plus par un discours politique qui est là pour mettre cette jeunesse au pas. Donc ça c'est très clair, avec le SNU, avec d'autres choses. Enfin, on se souvient tous des jeunes quand même qui étaient à Seine-Saint-Denis, qui étaient à genoux, avec les mains derrière la tête. Voilà, c'est une classe qui se tient sage. Donc cette représentation, la vision qu'ont les politiques de notre jeunesse, elle se ressent forcément dans ce qu'on appelle les médias mainstream ou la plupart des médias généralistes. Alors pas tous, heureusement, mais en tout cas en grande majorité. Mais en tout cas, il n'y a pas pour moi, ou très très peu,
de représentation de ce qu'ils sont vraiment, de ce qu'ils font. Or, on sait qu'énormément de jeunes sont impliqués dans des associations en France. C'était quand même eux qui marchaient pour le climat. Enfin voilà, ils font plein de choses. Mais en tout cas, il y a une forme de disqualification, mais tu l'as dit un peu, Elias, de dénigrement de cette jeunesse par les politiques et donc par les éditorialistes, par les journalistes. Je souscris entièrement et j'irais même un peu plus loin, c'est qu'à chaque fois ils sont représentés, les jeunes entre guillemets, parce que déjà le terme de jeune est un mot, un mot passe-partout qu'on va utiliser pour juste qualifier une tranche d'âge, mais qui va être extrêmement variée. Il va être représenté uniquement justement sous ce prisme en tant que jeune, c'est-à-dire que c'est pas un individu, c'est un jeune qui va représenter quelque chose, et en fait on va le regarder un petit peu avec une vue parfois un peu de haut, en fait, un peu avec condescendance. Et comme tu le disais, du coup, Elias, effectivement, c'est sans le prendre au sérieux, sans l'individualiser et vraiment s'intéresser profondément à son histoire, à ses pensées, comme tu le disais. Je pense que la dernière pire représentation, enfin pire, je sais pas, je ne vais pas dire archi, mais on l'a très très bien vu lors des manifestations contre la réforme des retraites. Voilà, où les lycéens et lycéennes, étudiants et étudiantes sont descendus dans la rue et où il y a eu vraiment un dénigrement extrêmement fort sur tous les plateaux télé, mais c'était vraiment H24, où ils n'avaient rien à faire là, parce qu'ils n'y comprenaient rien, parce qu'ils étaient trop jeunes, etc. Et donc, et c'est exactement ce que tu viens de dire du coup, Lou, c'est Raphaël Haddad, qui est un spécialiste, un docteur en spécialiste du discours, en analyse du discours, qui dit en fait on va venir les attaquer ad hominem, c'est-à-dire pas pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils disent, pour ce qu'ils font, mais uniquement parce qu'ils sont jeunes. Et donc, leurs paroles, leurs actes et tout ne sont pas crédibles. Ils ont juste à rester à leur place. Et c'est, je ne sais pas si c'est très français, mais en tout cas, il y a un vrai problème puisque on est pénalement responsable à 13 ans, mais a priori, quand on descend dans la rue à 16 ou 17 ans pour une réforme qui va concerner ses parents, etc., eh ben, on est un imbécile qui n'a rien à faire là et qui ferait mieux d'aller en cours, quoi. Vous voulez ajouter quelque chose encore? C'est ça. Je n'ai pas à s'appuyer sur ce point-là, mais effectivement, je trouve que la jeunesse, c'est vraiment une notion qu'on va employer pour disqualifier, en fait, surtout ses adversaires politiques. Je pense qu'on peut, enfin, c'est peut-être un peu classique de dire ça, mais je crois que depuis mai 68, il y a une petite angoisse, en fait, par rapport à la jeunesse. Ils sont révoltés, donc forcément, il faut tout de suite les disqualifier en disant qu'ils sont fainéants, que s'ils manifestent, c'est pour rater les cours séchés, c'est pour bloquer les partiels, etc. Donc c'est ça que je voulais vraiment, sur le point que je voulais réappuyer. Il y a une forme d'imperfection, on n'est pas encore des sujets conscients. On est peut-être que plus tard, quand on sera de droite, peut-être que là, on sera enfin adulte, qu'on aura vraiment compris la vie, quoi. Mais jusqu'à présent, c'est pas le cas. Donc moi, ce que je veux dire, c'est vraiment une sorte de, enfin, la notion de jeunesse, elle est manipulée, c'est ça que je veux dire. Soit pour disqualifier mais aussi pour être mise en avant, parce que moi, je pense notamment dans la politique actuelle. Moi, je pense par exemple à Bardella. Donc c'est, il est jeune. Regardez, il est jeune, il a tout compris à son âge. C'est ça que je veux dire en fait. C'est vrai que c'est pas très fréquent, vraiment pas. Mais quand même, la jeunesse, elle est quand même galvaudée dans ce sens de si on est, comment dire, du bon côté, ça sera une qualité. Si on est du mauvais côté, ça sera du coup un défaut. C'est vraiment cette espèce d'ambivalence sur laquelle je voulais vraiment appuyer. Et même Macron, en fait, c'était aussi ça le discours, je crois. C'était le plus jeune président de France. Regardez, il est jeune, il est beau, waouh, incroyable. Mais par contre, Louis Boyard, alors lui, c'est un chahuteur. Alors lui, il est nul, quoi. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Et concrètement, du coup, que peuvent les journalistes pour montrer une autre image de la jeunesse, ou du moins une image plus représentative? Je pense justement, effectivement, que déjà s'intéresser et faire des portraits de jeunes, entre guillemets, alors je vais utiliser beaucoup le mot, hein, mais il faut vraiment éviter de trop le galvauder, on va dire, mais déjà en tout cas s'intéresser aux jeunes personnes en tant que véritablement individus et arrêter de les discréditer. Pour continuer la comparaison qui m'a fait penser en fait à un profil qu'on connaît tous, c'est Greta Thunberg, qui même si elle s'empare d'un sujet éminemment important, éminemment concernant pour l'ensemble de la planète, à savoir juste la survie de l'humanité, eh ben, elle est disqualifiée parce qu'elle est jeune. Donc c'est quand même terrible. Pire que ça. On la disait manipulée par ses parents. C'est ça. Elle n'est pas consciente. Exactement. Elle n'a pas de conscience, elle n'a pas de libre arbitre. Exactement. Et je pense que déjà redonner simplement le fait que l'individualité de la personne, les choix et la compréhension. Je pense que le fait aussi que les journaux aussi, les médias, c'est
rarement des gens jeunes qui travaillent dedans. Ça, il y en a évidemment, mais il y a aussi des gens moins jeunes. Je me sens déjà moins jeune à mon âge. Il faut se rappeler que c'est pas à des postes très importants. c'est ça. Le problème, c'est que les décideurs, on va pas refaire un point sur la structure des entreprises, mais les décideurs, évidemment, par nature, sont beaucoup moins jeunes, surtout dans des entreprises qui sont plus anciennes. Donc, on n'a pas forcément le même regard, justement, que la jeunesse. Et ce côté condescendance, on l'a aussi parfois dans des phrases comme oui, c'est bon, moi aussi j'étais jeune, je sais ce que c'est. En fait, non. J'ai été jeune, mais j'étais jeune dans les années 2000. Donc je ne sais pas ce que c'est qu'être jeune aujourd'hui en 2020. Je ne sais pas ce que c'est qu'être jeune à un moment où il y a encore plus de chômage, où il y a une période inflationniste beaucoup plus puissante, où c'est difficile de se nourrir, de se loger, encore plus qu'à mon époque, où la crise climatique, qui était déjà un sujet quand moi j'étais jeune, aujourd'hui est plus que jamais un sujet d'actualité. Ça, je ne le sais pas en fait. Je peux le voir, mais je ne peux pas le ressentir. Et déjà, simplement donner la parole à la jeunesse sur comment elle ressent, comment elle vit, mais aussi comment elle va s'activer. Il y a des choses qu'on fait beaucoup chez West France, que je travaille chez West France. C'est notamment tout ce qui est autour des jeunes je dis entrepreneurs, mais plutôt les jeunes actifs, en tout cas, comment ils vont entrer dans la vie professionnelle, etc., reprendre des boulangeries, etc. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a plein de belles histoires comme ça aussi à raconter, et c'est les prendre simplement au sérieux. C'est pas parce qu'on est jeune, qu'on a 20 ans, que nos projets sont illusoires, fous, ou que ce sont des rêves inaccessibles. Donc c'est déjà dans la façon dont on va les regarder, les considérer, et ensuite les raconter, que ce soit par le biais d'articles, vidéos, etc. Tout ça. Donc la première chose à changer, c'est vraiment le regard, je dirais. Elsa, tu veux ajouter quelque chose ? Non, mais pour répondre à ta question, je pense qu'on peut tout. On peut tout parce que c'est le 4e pouvoir, en fait, les médias. Donc évidemment que ce qu'on va dire, ce qu'on va montrer, ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact sur la vision qu'ont les gens de la jeunesse. Et le discours performatif, encore une fois, des politiques vient dire cette jeunesse doit rester à sa place et n'a rien à faire là. Et donc, c'est pas juste une considération de boomer, j'ai envie de dire, en disant ils sont bêtes, ils sont jeunes. C'est une vraie stratégie politique derrière. Parce que, et Elias, tu l'as un peu dit, la jeunesse a un potentiel révolutionnaire. Et donc, les mouvements de jeunesse font peur aux gouvernants, d'autant plus quand ils sont rejoints et quand ils arrivent à rallier d'autres mouvements ouvriers par exemple, et d'autres, l'histoire l'a démontré. Et du coup, ce potentiel-là, il y a vocation tout de suite pour les politiques à l'écraser et à le tuer dans l'œuf. Et c'est exactement, encore une fois, ce qui s'est passé, parce que c'est l'exemple le plus récent qui m'est en tête, je sais pas, mais c'est exactement ce qui s'est passé dans le mouvement contre la réforme des retraites. Il fallait faire taire cette jeunesse tout de suite. Donc, ce que peuvent les médias, tout, et tu l'as très bien dit, Lou, tout, quelle représentation, leur donner la parole et tout, comme on fait quand on cherche des témoignages, quand on cherche des expertises, parce qu'ils ont, et tu l'as dit aussi, ils ont une forme d'expertise de ce qu'est, enfin, ils ont leur expertise de ce qu'est la jeunesse aujourd'hui. Et ça, c'est eux qui l'ont. Donc, bien sûr qu'on peut tout faire. Mais après, est-ce que les médias ont envie ? Je ne crois pas. Enfin, la plupart, non. Et Elias, du coup, est-ce que ça fait partie des choses que tu essaies de faire avec le média étudiant que tu as fondé ou cofondé, si je ne me trompe pas ? Donc déjà, oui, premièrement. Faut savoir que dans nos statuts, il est écrit qu'en globalement, pour écrire à la narration, il faut être étudiant. Donc déjà, ça restreint drastiquement, on va dire, le champ, l'âge, on va dire, des rédacteurs. Et donc, on ne rejette pas les vues, hein. On peut reprendre ses études à 50 ans, 60 ans, peu importe. Mais c'est vrai que dans tous les cas, ceux qui vont rédiger la narration, ça va être des jeunes, quoi. Donc je dirais 18-25. Et nous, notre position sur ça, c'est de ne pas faire fi de l'âge. En fait, c'est pas un sujet en fait à la narration. On part du principe, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, qu'en fait, du coup, je l'ai pas rappelé, mais je l'ai critiqué, mais un jeune, c'est un adulte. À partir de 18 ans, on est majeur, on peut voter, on est des citoyens comme tout le monde. Certains même payent leurs impôts parce qu'ils travaillent. Donc en fait, on est vraiment des citoyens à part entière. Et en ce sens, à la narration, on n'en fait pas fi, quoi. C'est-à-dire qu'on écrit des articles, on essaie de faire ça bien, le mieux possible. Et on se prend au sérieux, quoi. Je veux dire, on fait pas, même si c'est un tout petit média, on essaie de faire des choses bien. Et comme des adultes, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, donc je pense que, je sais pas comment ça se passe dans le milieu mainstream. Effectivement, apparemment, c'est pas ceux qui ont les plus gros postes. Mais je pense que c'est un problème général, quoi. Genre, parce que c'est le CV, parce que c'est l'expérience, parce qu'il y a aussi de l'agisme, forcément. Parce qu'on n'est pas encore assez copain avec tout le monde, parce que, plein de choses, je pense.
En tout cas, non, je pense qu'effectivement, faire des portraits, je pense que déjà pas les critiquer, c'est déjà un premier point. Et aussi revaloriser leurs paroles, effectivement, genre les interviewer et, comme tout le monde. C'est là où j'allais en venir. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose à faire pour l'équité de parole? Enfin, on les voit rarement sur les plateaux télé, dans les studios de radio. Est-ce que là-dessus aussi, il y a quelque chose à faire? Je pense que ça peut être déjà un point à travailler, ouais, c'est sûr. Il faut avoir envie de le faire. Encore une fois, je pense que c'est délibéré. La plupart des médias mainstream n'ont pas envie de le faire. Le jeune, quoi que ça veuille dire, parce que moi je travaille aussi beaucoup plus parfois sur l'enfance et l'adolescence, mais niveau collège. L'enfant, le jeune, c'est un sous-citoyen. C'est pas un sujet de droit en France. C'est faux de dire ça. L'enfant, le jeune n'est pas un sujet de droit en France encore aujourd'hui. Donc du coup, où est sa parole? Où est sa parole en politique? Où est sa parole dans les institutions? Où est sa parole? Donc puisque toutes ces institutions ne lui donnent pas, nous les médias, on devrait pouvoir lui donner. Mais sa parole et la prise en compte de sa parole, quoi qu'on en dise, n'est nulle part. Elle n'existe pas encore. Est-ce qu'il y a des médias ou des journalistes indépendants en particulier qui tentent de sortir de ces clichés sur la représentation des jeunes et que vous auriez envie de citer ou... Je pense que là, actuellement, la plus connue, ça va être Salomé Saké, qui écrit un livre, Sois jeune et tais-toi. Et justement, je crois qu'elle dit à peu près ce qu'on dit. Vraiment, les jeunes sont fainéants, léthargiques, inutiles. Enfin bref, c'est pas encore des gens capables d'être des citoyens. Mais c'est vrai qu'il faut arrêter avec ça. Je crois qu'il y a des médias, certains, qui commencent à prendre au sérieux les jeunes. Et ça commence par le fait de leur parler comme si c'était pas des imbéciles ou des crétins qui pouvaient pas comprendre. Et donc c'est un travail qui est fait. Moi, je pense à France TV Slash, qui fait un vrai travail au niveau de la jeunesse. Je pense à C'est quoi l'info? C'est France Info qui a sorti ce petit JT pour les 12-18 ans. Moi, je trouve qu'on est plus sur un 12-15 ans, mais peu importe. Mais qui est vraiment excellent, d'ailleurs, qui a eu un prix il y a pas longtemps, depuis septembre. Voilà. Ça, c'est un format qui parle à la jeunesse comme si c'était pas des débiles. Et comme si c'était capable de comprendre. Et ils sont capables de comprendre toute l'actualité, si tant est qu'on vulgarise bien. Et c'est notre boulot de vulgariser. Mais en plus, on ne vulgarise pas que pour les jeunes. Enfin, je dirais un tas d'adultes qui comprennent que dalle. On va pas se mentir. Et donc, vulgariser, c'est juste notre boulot. Donc, il y a des médias comme ça qui commencent à le faire, et via les réseaux sociaux, mais j'imagine que tu pourras en parler mieux que nous, Lou, via les réseaux sociaux, notamment avec des vidéos courtes qui peuvent correspondre encore une fois à des adultes. Alors attention, je différencie pas les jeunes des adultes, mais Le Monde fait aussi des vidéos hyper pédagogiques, hyper ludiques. Donc voilà, ça commence, pour moi, ça passe d'abord par le fait de pas les prendre pour des idiots. Et là, par contre, je ne citerai pas de nom, mais il y a un certain nombre de médias à destination des préados et des ados. Et je sais, pour m'être fait refuser un certain nombre de sujets, où on va me dire que ce sont des sujets trop complexes ou trop sombres ou trop engagés, etc. Et donc j'ai arrêté de travailler avec ces médias-là. Et donc moi, c'est une réponse que je ne peux pas entendre, en fait. Parce que c'est mon boulot de l'amener de manière à ce que le jeune... le jeune, c'est drôle. Il n'y a pas de sociologue dans la salle, c'est terrible, le jeune. À ce que le jeune comprenne, en fait, cette info. Donc moi, il y a une forme... dans certains médias jeunesse, c'est un peu lisse, en fait. Une forme un peu lisse où on y va doucement, on va pas trop les secouer, on va pas trop leur dire des choses trop dures. Mais en fait, on va tous crever, là, si on ne fait rien au niveau de la crise climatique, et l'extrême droite va passer en France comme c'est déjà le cas ailleurs en Europe. Donc à un moment donné, moi, je veux bien qu'on les brosse dans le sens du poil, mais c'est pas la vérité de ce qui va se passer pour eux, en fait. Et tu lis dans mes pensées, hein, sur le rapport aux réseaux sociaux, évidemment, j'allais en parler. Avant de parler de nous, ce qu'on a fait spécifiquement pour parler un petit peu de mon expérience, côté média, ce qu'il faut regarder, à mon avis, et qui est intéressant pour la jeunesse, c'est simplement quand c'est la jeunesse qui s'exprime. On l'a vu avec Hugo Décrypte, qui a un succès fou, qui vient de lancer Élan, qui cartonne aussi, et qui est un format hyper intéressant, hyper pédago et en même temps pointu. Enfin, je pense que c'est vraiment un exemple sur plein de niveaux, il y a vraiment rien à démontrer. Il y a d'autres médias à titre perso que j'aime beaucoup, comme Le Crayon ou Tataki. Tataki qui est peut-être un peu moins connu ici en France, qui est en fait une initiative du service public suisse, donc à suivre là aussi sur YouTube, et Le Crayon qui a été en fait cofondé par quatre amis qui étaient jeunes adultes quand ils l'ont fait. Et voilà, je trouve qu'effectivement les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, etc., TikTok, ça a permis l'émergence de pas forcément de journalistes justement, mais en tout cas de créateurs de contenu d'actualité, de contenu d'information, qui se passionnent par ces sujets, qui vont le traiter un petit peu différemment, mais qui vont surtout
le traiter avec toute leur envie, leur connaissance et leur expertise, comme le soulignait Elsa, ce que je trouve très intéressant. Et effectivement, quand tu es dans une maison un peu plus ancienne comme Ouest France, l'enjeu va être différent. Déjà, on est sur un socle très établi et il faut qu'on se modernise et qu'on puisse élargir justement aussi notre audience. Et on sait que les modes de consommation ont fortement évolué. Justement, j'anticipe une question, c'est ça? J'allais y venir. Dans la seconde partie, on va parler plutôt de la défiance que les jeunes peuvent avoir aussi envers les médias. Selon un sondage de l'Institut Ipsos qui date de 2022, un jeune sur 4 n'a pas confiance en les médias. Et du coup, avant de parler de comment on peut regagner cette confiance, d'où vient cette défiance selon vous? Si je peux me permettre, du coup, je garde un tout petit peu la parole. C'est cette non-représentation. Déjà, la première chose où tu te sens pas représenté, tu te sens pas écouté, ni valorisé, ni mis en avant, t'as pas envie de lire. Et aussi, je pense que tu as un manque d'accompagnement. C'est le premier point que j'allais aborder. Donc Ouest France, à l'origine, c'est un journal papier. On sait très bien que c'est un support qui va être moins utilisé, un canal plus difficile à mobiliser, en tout cas pour toucher des populations plus jeunes, plus agiles, qui sont peut-être plus en proximité avec le numérique. Donc il y a aussi des adaptations à faire qui se font évidemment sur un temps long, parce que c'est des transformations d'entreprise. Et c'est là où tu as des initiatives plus souple, comme je le disais sur les créateurs de contenu, où tu es beaucoup plus fougueux et puis finalement tu dépends pas effectivement de questions de rentabilité, de charges, de ceci, de cela, de plans. Enfin voilà, tu as toute ta liberté en fait de projet qui tout de suite donne aussi plus envie quelque part, parce que ton storytelling, il est tout écrit. Quand c'est l'histoire de 4 jeunes qui décident de fonder un média, de raconter des histoires pour les autres, Hugo décrypte, tout le monde avait envie en fait de suivre l'histoire de ce jeune qui voulait devenir journaliste et qui a commencé un petit peu dans son garage entre guillemets, comme Apple, tout ça. Donc tout de suite, ça donne envie en tout cas d'être en proximité avec ces figures-là. Et selon vous, du coup, avant de regagner cette confiance, la défiance que peuvent avoir certains jeunes envers les médias, ou beaucoup du moins, elle vient d'où? Alors moi, je rejoins Lou sur la non-représentation, c'est-à-dire à partir du moment où tu peux pas t'identifier, enfin où il n'y a pas de versant identificatoire, j'ai envie de dire, déjà ça ne te parle pas. Donc là, on n'est pas dans la défiance, mais juste dans le non-intérêt. Je vois, tu peux pas t'identifier, donc voilà, ça ne te parle pas. Et après, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire il y a encore une fois dans certains médias ou des chaînes de télé quelque chose qui est une forme de déni de ce que vit la jeunesse. Et donc du coup, à ce moment-là, comment ne pas être dans la défiance? Si sur des chaînes télé on martèle il n'y a pas de violence policière, alors que moult images de journalistes professionnels et d'anonymes montrent que des jeunes se font fracturer la gueule, et notamment des jeunes racisés, si les médias viennent dire non, ça n'existe pas, et non, il n'y a pas de violence policière, et non, la police n'est pas raciste, je suis désolée, mais c'est tout à fait normal que la défiance s'installe. Comment faire confiance à des médias qui sont dans une forme de déni délibéré, j'ai envie de dire. Donc la défiance, elle est liée aussi à ce que les médias, en fait, parfois sont dans une forme de politique erronée. Voilà. Elias? Sans aucun doute, c'est encore une fois une question de représentation, mais aussi du fait qu'on leur tend pas le micro, en fait. On leur tend pas le micro, et quand on leur tend, c'est pour les frapper. En fait, on les prend en vidéo, on les filme, on les fait un peu bégayer devant la caméra, et après on les fait tourner dans les chaînes, on rigole un peu d'eux. Moi, je pense aux manifestations, je pense que c'est un peu un sport national de prendre l'étudiant le plus, disons, étrange de France, et d'en faire la blague de la journée, quoi, pour dire regardez, c'est vraiment des fumeurs de joint qui sont pas là pour avancer la cause, quoi. Ils sont là juste pour assister les cours. Donc effectivement, une question de représentation, mais c'est aussi, je pense, plus général, il y a aussi un désintérêt, peut-être une méfiance générale du pouvoir politique, des modes de communication de la politique. Donc forcément, quand on se méfie de notre gouvernement, quand on se méfie, on va dire, des médias, ça veut dire qu'il y a une porosité entre les deux, quoi. Je pense qu'on se méfie de l'information de manière générale. Je crois que c'est un terme qui est employé maintenant dans le milieu du journalisme, mais même dans le milieu politique. On est un peu dans l'époque de la contre-vérité. Maintenant, on peut dire sans aucun problème des mensonges. Mais c'est pas des mensonges, parce qu'en fait, on les dit, quoi. Les mensonges, maintenant, on est censé le dissimuler. Et là, on peut dire ouvertement des grosses conneries, en fait, sans se faire reprendre. Parce que,
soit on n'a plus espoir en la vérité, soit les gens sont juste dans un sens de ras-le-bol général, en fait. Donc la défiance, si je peux rebondir, elle est légitime, en fait. On peut pas leur taper dessus pour cette défiance. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est du mensonge, en fait. Quand Gabriel Attal dit, il y a encore quelques semaines, ce déchaînement de violence, la délinquance des jeunes, les chiffres sur le site de son propre ministère disent qu'il y a moins de délinquance des jeunes. Donc, à un moment donné, on n'est plus sur des contre-vérités, on est sur du mensonge délibéré, encore une fois. Enfin, j'ai vu ça, je crois, hier sur Twitter. J'ai vu Gabriel Attal voulait emmener les jeunes problématiques, des trucs comme ça, dans des foyers pour enfants, alors qu'il n'y a déjà pas assez de place. Oui, alors il parlait de foyer PJJ, mais où il n'y a pas assez de place non plus, mais oui. C'est ça, en fait. Même quand c'est faux, on nous fait croire que c'est la bonne chose à faire, etc. Enfin, vraiment, moi, je pense que la défiance, ça vient vraiment en fait des deux. C'est deux choses. Enfin, une méfiance générale de la parole publique, je dirais ça comme ça. Plus que du journalisme, mais en général, tout ce qui communique publiquement. C'est vrai que les journalistes, la politique, quoi, enfin, les politiciens. C'est une méfiance des jeunes, mais aussi c'est une méfiance plus globalisée en fait. Ouais. C'est une fracture qui vraiment concerne la société française dans son ensemble. On est en dessous des 30% de confiance en fait envers les journalistes de la part de la société française. C'est le pays d'Europe où effectivement le rapport de confiance est plus critique, parce qu'on a aussi une histoire particulière. Il y a eu différents traumatismes autour de la crise des Gilets jaunes, autour de la crise du Covid. Où voilà, il y a eu des manques de pédagogie aussi de la part des journalistes à certains moments, des manques de transparence, et puis aussi des manques d'écoute. Est-ce qu'il y a une méconnaissance du métier de journaliste aussi, beaucoup, aussi que vous ressentez, vous, même si pour Elias c'est un petit peu différent, mais est-ce que vous ressentez cette méconnaissance du métier qui peut jouer dans ce manque de confiance aussi? Ah oui. J'ai rencontré pas mal d'étudiants là dernièrement liés au projet 18-25 que je mène chez Ouest France. Et c'est vrai que dans certaines écoles, j'étais surpris à mon niveau parce que ça me semblait assez évident, mais c'est toujours le problème quand c'est trop évident pour nous, c'est qu'on oublie que ça peut ne pas l'être pour les autres. Mais de voir certains étudiants qui ne savaient pas, et c'est pas du tout pour leur jeter la pierre, hein, c'est pour montrer qu'il faut aussi pouvoir justement essayer de se mettre dans les chaussures des autres personnes. Donc des étudiants qui ne savaient pas qu'en fait que le métier du journaliste avant tout est de vérifier la véracité de l'information. Ils n'avaient pas identifié en fait le journaliste comme expert finalement de la véracité des faits, mais aussi parce qu'il y a tout ce problème de parole, comme le disaient Elias et Elsa, de justement parfois où on a l'impression qu'entre ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on entend et la réalité, il y a comme il y a une divergence en fait. C'est pas la même chose, c'est pas la même expérience. Donc à partir de là, c'est compliqué de pouvoir faire confiance et de reconnaître effectivement la pratique journalistique comme étant celle de la fiabilité et de la véracité des faits. Donc je crois qu'effectivement c'est un problème qu'il faut pouvoir surmonter et surtout corriger, rien que pour le bien de la démocratie et de la vie publique, parce que comme le disait Elsa, la presse c'est le quatrième pouvoir. On a un vrai rôle à jouer aussi dans le sens pour, on va dire, élever les consciences et informer. C'est très important, surtout à une époque où on entend beaucoup parler d'IA générative, de deepfake, etc. Tout ça, où ça va ne faire qu'accélérer. On a un besoin de véracité et de confiance. Donc c'est vraiment primordial. Et du coup, Elsa, est-ce que l'éducation aux médias, tu peux nous en parler un petit peu, elle a un réel rôle à jouer là-dedans? L'éducation aux médias, elle a un rôle immense à jouer et elle est encore, selon moi, sous-exploitée. Moi, j'interviens beaucoup auprès de quatrièmes. Alors, c'est dans le programme des quatrièmes. C'est tout simplement pour ça que j'ai beaucoup de quatrièmes. Mais elle se commence maintenant de plus en plus tôt. Je pense qu'il faut la commencer dès l'école primaire, en adaptant, bien sûr, encore une fois, aux âges. Mais donc, la méconnaissance des élèves de quatrième sur le métier de journaliste que j'ai en face de moi, elle est normale. J'ai envie de dire, 14 ans, on n'est pas forcément obligé de connaître le métier de journaliste. Mais de manière plus générale, il y a une méconnaissance d'un maximum d'adultes sur ce qu'est le métier de journaliste. Et ça, c'est beaucoup plus problématique. D'où l'éducation aux médias, d'où la nécessité de l'éducation aux médias. Et moi, je ne crois pas au credo les jeunes sont mal informés, les jeunes ne sont pas informés, tout ça. C'est complètement faux. D'abord, je les trouve souvent beaucoup plus informés que les adultes. Et encore une fois, merci les réseaux sociaux et les médias qu'on a évoqués tout à l'heure. Et surtout très intéressés, en fait. Moi, je vois souvent des jeunes qui ont plein de questions à poser sur mon métier et qui, une fois que j'ai expliqué tout mon métier, le comprennent parfaitement. Alors après, vers quels médias ils vont se diriger, tout ça, j'en sais rien. Moi, je leur en conseille certains, voilà, encore une fois, qu'on a cité tout à l'heure.
Mais en tout cas, il y a un véritable intérêt et une excellente compréhension, encore une fois, de ce qu'est le métier. Mais l'éducation aux médias, elle devrait être en primaire, au collège et jusqu'au lycée, ça devrait être quelque chose en fond comme ça, intégré au programme et quelque chose. En tout cas, il y a besoin d'une continuité sur l'éducation aux médias. Des fois, moi, je fais une sensibilisation de 2 heures. Ils comprennent le métier, tout ça, et c'est super chouette. On fait un débat mouvant, tout ça, enfin, c'est très sympa. Mais pour moi, il faut une forme de continuité et surtout une forme d'accompagnement à l'information. Et encore une fois, c'est pas valable que pour les ados, mais en tout cas, c'est pas juste je regarde l'info tout seul dans mon coin. C'est on doit accompagner les jeunes à regarder une info et à la comprendre et à la contextualiser, etc. Et ça, c'est un temps long, c'est un temps pour les profs, c'est un temps pour les parents, c'est un temps pour les éducateurs au sens large du terme. Voilà, c'est un temps pour tout le monde. Et évidemment, les réseaux sociaux, donc les jeunes sont plutôt bien informés, effectivement, et notamment grâce aux réseaux sociaux et aux médias, aux journalistes qu'on a évoqués. Mais est-ce qu'ils s'informent vraiment, c'est un cliché, qu'avec ça ou comment les jeunes s'informent aujourd'hui? Est-ce que vraiment ils regardent que les réseaux sociaux? Est-ce que vous constatez qu'ils lisent encore la presse, qu'ils regardent encore la télé? Comment ils font? Alors, je suis assez d'accord avec Elsa. Je pense que c'est un âge où vraiment on est hyper curieux, où on a vraiment envie de savoir. Et pour avoir rencontré encore une fois pas mal d'étudiants, pour leur avoir posé la question, c'est des gens qui ont profondément envie de savoir et qui, dès qu'il y a un sujet qui va les intéresser, vont creuser. C'est toujours la réponse que j'ai retenue. Donc effectivement, tu as ce côté réseaux sociaux, mais parce que, enfin, faut pas dire que c'est juste les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux. Je suis le premier à simplement m'informer via les réseaux quasiment exclusivement. Je suis un très mauvais lecteur de journal papier. Je devrais pas le dire ici et maintenant, mais effectivement, je ne l'ouvre plus très souvent maintenant. Et pourtant, je ne suis plus très jeune. Mais l'idée, voilà, il y a un sujet qu'ils ont vu, ils ont entendu parler de quelque chose, tout ça, et tout de suite, ils vont aller faire une recherche et tomber sur une vidéo YouTube, sur une vidéo sur Insta, n'importe où. Et voilà, c'est comme ça qu'on va approfondir. Donc, je suis vraiment entièrement d'accord avec Elsa sur le fait que effectivement, les jeunes sont beaucoup plus informés en fait au final que les adultes en général. Simplement aussi parce que je pense que quand on vieillit, on a tendance à se reposer un peu trop facilement sur nos acquis et sur ce qu'on sait déjà. Alors que quand on est jeune, au contraire, on va vouloir en apprendre davantage et essayer d'élargir son champ de connaissances. Je pense que c'est une habitude qu'on perd un petit peu en vieillissant. Et ça, c'est vraiment tout à leur honneur, en fait. Donc ça, il faut vraiment le reconnaître. Et c'est pour ça qu'il faut les accompagner sur différents supports. Et c'est pouvoir justement multiplier les points de connexion. Comme l'a dit Lou, je pense qu'effectivement, maintenant, il n'y a plus beaucoup de monde qui est presse-papier, en fait. On est vraiment sur du réseau social ou quoi. Il y a encore un petit peu de monde quand même. Oui, un petit peu. Sinon, je ne serais peut-être pas là pour en parler. Mais c'est vrai que maintenant, l'information passe surtout, je pense, par Instagram, par Twitter et par YouTube. Je pense que c'est vraiment les 3 gros canaux. Maintenant, est-ce qu'ils sont si bien informés que ça, les jeunes, même les gens de manière générale, je ne sais pas. Moi, j'ai vu, je pense qu'on a tous vu apparaître des comptes Twitter comme Mediavenir et compagnie. Moi, c'est vrai que j'ai un peu de réticence par rapport à ces comptes-là. C'est de l'information chaude, même bouillante, en fait, faite par des non-journalistes. C'est même pas des dépêches AFP, c'est-à-dire qu'ils ont vu ça quelque part, ils l'ont vite relayé. Je sais que mes proches, c'est comme ça qu'ils s'informent. Alors, c'est un intérêt, c'est que du coup, on est vraiment toujours en contact avec ce qui se passe. Et bon, au final, on se fait aussi prendre par des intox, quoi. Alors, c'est ça aussi, des fois, dans les vrais médias, on se fait aussi avoir par des intox, et des fois, c'est peut-être même plus grave, parce que du coup, on s'imagine qu'il y a une rédaction qui est vérifiée derrière. Et dans le cas de Mediavenir, je parle que d'eux, mais je sais qu'il y en a d'autres, hein. Je crois qu'il y a Conflit aussi, enfin, bref. Moi, je pense que c'est pas une si bonne nouvelle que ça. Et c'est vrai que je me sens assez démuni face à ça, parce qu'en même temps, donc, il y a un vrai besoin, ils sont curieux. En fait, c'est un fait. On est curieux. L'humain est curieux, les jeunes sont curieux, les adultes sont curieux. Mais peut-être un peu trop du coup. On est vraiment presque addict, je pense, à l'information bouillante. Enfin, en tout cas, on est habitué à ça. Et ça présage peut-être rien de bon par rapport au métier du journalisme. Je sais pas, franchement. Ta question, c'était est-ce qu'ils s'informent que via les réseaux sociaux, c'est ça? C'est un peu l'image dans l'inconscient collectif, on a un peu cette image-là. Est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que tu constates, notamment pendant tes ateliers, qu'il y en a qui ont encore de l'intérêt pour la presse écrite, etc.?
Alors, j'ai pas fait d'études sociologiques sur le sujet, mais ce que je peux en dire d'observation, d'abord, c'est que ça dépend du milieu socioculturel, on va pas se mentir. Donc, selon les établissements où j'interviens, et en milieu urbain, et en milieu rural, et en milieu urbain, à la fois dans des collèges de centre-ville et à la fois dans des collèges de quartiers populaires, tout ça, la presse écrite a une toute petite place. Donc, effectivement, sur des milieux plus CSP+, on va avoir un tout petit peu de presse écrite. Donc, il y a des revues pour ados encore, hein, des revues de sciences, des revues généralistes. Enfin, voilà. Donc, ça existe, la presse pour ados, mais c'est vraiment infime. Donc, oui, on peut dire oui. Ils s'informent que via les réseaux sociaux, mais après, ça veut rien dire parce que qui je regarde sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est l'influenceur, machin, comme tu disais, qui va répéter une info parcellaire, ou est-ce que c'est Le Monde ou France TV qui fait une vidéo, ou Hugo Décrypte, enfin peu importe. Donc les réseaux sociaux, oui, mais on apprend ensemble justement avec les élèves, parce que je leur distribue des petits post-it et je leur dis où est-ce que vous suivez l'info. Je dis vous mettez pas Google, Instagram. Instagram, c'est pas un média. Du coup, je veux savoir qui en fait. Et pour ce qui est de la télé, alors non, pas du tout. Mais en revanche, très souvent, ils ont des parents qui eux on regarde le JT ou les chaînes d'infos. Et donc, du coup, ils ont encore cet œil un petit peu sur la télévision et ils voient un petit peu ce qui s'y passe, quoi. D'où l'importance pour les médias dits traditionnels d'être présents justement sur les réseaux pour apporter aussi des informations vérifiées, parce que comme tu le disais, c'est toute la question de la fiabilité et de la véracité de l'information. Donc c'est aussi rassurant pour certaines personnes de reconnaître certains noms, certaines marques, certains journalistes malgré tout, même si, comme tu le soulignais, les réseaux amènent tellement de flou que ça peut être complexe parfois à appréhender. Il y a un dernier sujet du coup que je voudrais aborder. Donc on a parlé de la défiance, mais aussi du grand intérêt que les jeunes peuvent avoir pour l'information ou encore pour le métier de journaliste. Elias, j'aimerais que tu nous parles un peu de la Ration et que tu nous dises qu'est-ce qui a pu te motiver à créer ton média étudiant. C'est passé en plusieurs étapes. Je pense qu'il y a peut-être 3 points qui m'ont poussé à passer le pas, disons. La première, c'est une motivation, je pense, contextuelle. À Nantes Université, en tout cas en 2020, il n'y avait plus de journal papier. Il y avait le VIP, on va dire, sur le domaine audiovisuel. Il y avait Prune pour la radio. Mais pour la presse écrite, c'est vrai que je crois que la dernière date, ça avait été la pub Mutter qui s'était mis en pause pendant quelques temps. Maintenant, je pense que ça a repris, mais que sur leur site internet. Il y a eu l'UMAG après, mais encore que je crois que là, ils sont encore en pause. Enfin bref. Donc c'est assez compliqué en fait de faire tenir une presse écrite étudiante, encore plus à Nantes, on n'est pas tant d'étudiants que ça. Comparé à Paris, par exemple, où là, je pense qu'il doit y avoir un certain nombre de quotidiens ou de mensuels, je sais pas. Mais en tout cas, non. Donc la première motivation, elle était contextuelle. Il n'y avait pas de journal papier. La deuxième, je pense qu'elle était politique. Enfin, je sais qu'elle était politique. C'est revenu un peu après, on va dire, la crise étudiante pré-Covid, pour ce qui était lié à la précarité. Il y avait Anas Kourniff, si je ne me trompe pas, qui s'était immolé devant un crous à Lyon. Et du coup, ça avait lancé une déferlante, on va dire, étudiante dans toute la France. Et je me suis dit, c'est quand même triste d'avoir comme seul moyen d'expression le feu. Enfin, c'est très puissant. Ça prouve bien qu'il y avait un besoin de s'exprimer. Visiblement, c'était pas suffisant de le dire aux agents du Crous parce qu'ils peuvent rien y faire. Donc, il y a besoin de passer à un cap supérieur. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que ce serait bien d'avoir plus de moyens de s'exprimer en tant qu'étudiant. Et donc, on a fait la Ration pour ça. Et après une dernière motivation qui est un peu venue un peu a posteriori, on s'est rendu compte que beaucoup de gens qui étaient intéressés par le journalisme étaient intéressés par le journal. Donc on s'est dit que c'était aussi un moyen de professionnaliser les gens. Enfin, c'est un peu un moyen de se faire ses armes, aussi la Ration. Donc on s'est dit, du coup, c'est une réponse politique à un besoin manifeste. Et ça répond du coup à un besoin aussi contextuel de vide. Et ça peut aussi un moyen de faire ses armes. Voilà. Sans trop de pression, on n'est pas sur un média, on va dire, à grande audience. On a 500 tirages par numéro, on en fait quoi, 4 ou 5 par an. Et voilà. Et les valeurs éditoriales recherchées, c'était lesquelles qui étaient il y a la gratuité qui était importante pour vous. Très important, ouais, c'est ça. Je crois que nos 3 vrais... la gratuité, le plus important selon nous, parce qu'effectivement, on n'a pas tous 1, 2, 3, 4, 5 euros à mettre dans un papier. Surtout quand on est étudiant, en fait.
Donc on voulait absolument que ce soit gratuit. Par contre, on voulait pas tomber dans le côté inverse, c'est un rempli de publicité, voilà, un peu comme les journaux qu'on nous distribue le matin dans le tram, quoi. Donc ouais, gratuité, inclusivité, donc enfin, vraiment tout le monde peut écrire, ça c'est même ce qu'on revendique le plus. On a même déjà publié des textes en anglais, de gens qui n'étaient même pas en France, voilà. Donc on n'hésite vraiment pas à publier tous les étudiants. Enfin, en fait, le seul critère c'est être étudiant, donc c'est vraiment ça, inclusivité, mais exclusivement étudiant. Bien sûr. L'indépendance aussi, peut-être. Oui, l'indépendance, c'est ça que je voulais dire, donc du coup pas de publicité, donc pas de fonds privés. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'était les grandes valeurs qu'on voulait défendre. Et qu'est-ce qui différencie la Ration des autres médias étudiants dans sa ligne, au-delà du fait que ce soit désormais le seul format papier? Du coup, c'est le seul, du coup. Déjà. Et est-ce qu'il différenciait? Je sais pas. Honnêtement, si on avait un autre qui devait arriver aujourd'hui, je pense qu'on défendrait les mêmes valeurs. C'est compliqué de faire différemment, en fait. Peut-être notre style aussi, je pense qu'on a beaucoup axé sur le côté esthétique aussi. Tu peux le montrer, hein, si tu Je veux. peux le montrer ça. Peut-être pour le public aussi. Peut-être on peut les faire passer. Donc, en fait, vous voulez rendre le journal papier esthétique, quoi, qui retrouve un petit peu ses lettres de noblesse. Parce que on trouve que c'est un moyen de communiquer qui est peut-être un peu plus intéressant, enfin pas plus intéressant, mais plus peut-être plus sain. Tout à l'heure, je parlais de Mediavenir et compagnie, et je pense que c'est un moyen de beaucoup de perdre les jeunes. Et donc repasser sur un format peut-être plus lent, peut-être un moyen aussi de ne pas perdre notre attention et de la focaliser sur des choses peut-être un peu plus tranquille, comme ça. Ce qu'on appellerait nous du slow journalisme. Slow journalisme, voilà, c'est ça. C'est pas le terme, mais c'est un peu ça l'idée. Et puis ça motive les gens, en fait. À force de faire ça, les gens finissent par écrire aussi. Et comment vous organisez justement la rédaction, etc. à moindre échelle dans votre comment vous organisez avec votre petite rédaction? En fait, on a un peu une non-rédaction dans la mesure où notre équipe elle a un turnover tellement fou que c'est un peu énigmatique. Non, mais en fait, on a un rédacteur en chef, voilà, qui est en charge de convaincre les gens d'écrire globalement. Un peu deux étapes. Donc, il y a la charge de la distribution qui va distribuer sur le campus les journaux. Donc, il parle avec les étudiants, on les rencontre, on leur parle beaucoup. Et ceux qui sont intéressés ils sont redirigés vers le rédacteur en chef qui va un peu les coacher pour les motiver, parce que souvent la plus grande réserve, c'est l'angoisse d'être lu. Beaucoup d'étudiants en fait ont peur de se lancer, ont peur de pas être assez doués, pas réussir, et on les rassure, on leur dit dans tous les cas on n'est pas beaucoup lu, donc vous risquez pas de vous faire afficher. Puis au pire, bon, si vous voulez faire du journalisme plus tard, peut-être que ça peut compter sur le CV, vous avez fait un peu de rédaction quelque part, voilà. Donc non, comment on s'organise, on rencontre des gens. Franchement, c'est ça. Vraiment rencontrer beaucoup d'étudiants, essayer de les convaincre d'écrire. Et puis après, ils reviennent parce que ça leur a plu. Et voilà. Lou, est-ce que tu trouves ça important ce genre d'initiative pour toi qui es dans un média plus traditionnel? Ce que j'aime beaucoup justement, c'est le fait que ce soit la jeunesse. Donc, je sais pas quel âge tu as, Elias, en tout cas, mais je pense que tu es jeune. Voilà. Donc, je pense que c'est ça surtout ce qui est primordial. C'est l'un des axes que j'ai tout de suite identifié en prenant la tête du projet 18-25. Donc, pour le contextualiser un petit peu rapidement, l'objectif, c'est donc pour Ouest France de se dire comment on va réussir à toucher ce public spécifique des 18 à 25 ans et comment on va s'y prendre. Et donc, moi, j'ai dit OK pour le faire, mais je savais dès le début que je pouvais pas être l'un des incarnants. Je vais bientôt avoir 40 ans, je peux pas représenter du coup la jeunesse. Je suis pas la personne qu'il faut. Je veux bien coordonner le projet, mais je peux pas être le visage ni la tête pensante en quelque sorte. Tous les projets que je citais d'ailleurs précédemment. Même si c'est une tranche d'âge difficile à définir. Même si c'est une tranche d'âge difficile à définir, mais parce que je me remémore quand moi-même j'avais cet âge-là. 40 ans, ça me paraissait énormissime. Et ça me paraissait être des personnes qui étaient... mais c'est ce que je te disais au téléphone quand on s'appelait. On ne se voit pas vieillir, mais en fait, on le constate après dans le regard des autres. C'est qu'on sent qu'il y a quand même un décalage qui se crée, indépendamment par l'expérience, le temps, les problématiques personnelles. Mais on n'a pas le même regard sur les choses.
Et quand on a entre 18 et 25 ans, je pense, et pour en avoir discuté avec la cible, là aussi c'est hyper important, on a envie que ce soit quelqu'un qui nous ressemble et qui en tout cas puisse nous comprendre au plus proche. Et c'est beaucoup plus facile de comprendre ce que ressent quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui quand on a 20 ans soi-même. Donc ça me paraît un axe extrêmement important. Et c'est pas pour rien que les Hugo Décrypte, que Le Crayon, que Tataki soient des médias qui marchent, parce que ce sont des médias qui sont portés par des gens qui ont l'âge de leur cible au final. Donc ils sont peut-être épaulés par d'autres personnes qui ont plus d'expérience, etc. Mais le cœur de la proposition, il vient là, parce qu'ils ont une compréhension beaucoup plus fine qui se perd avec le temps, mais en toute humilité, il faut savoir le reconnaître aussi. Je ne suis plus dans le coup. Donc c'est l'important, c'est de pouvoir, en tout cas mon objectif à travers le projet 18-25, ce sera de reconnaître des très jeunes journalistes qui auront des envies, des idées, des propositions qui vont permettre d'être reconnus et de reconnaître cette jeunesse. Et Elsa, toi qui es indépendante, est-ce que tu as déjà participé à ce genre d'initiative plus tôt, ou qu'est-ce que tu en penses? Non, je ne le fais pas en éducation aux médias, parce que créer un journal de lycée, par exemple, c'est encore une fois quelque chose qui doit se faire sur un temps très long. Et aujourd'hui, l'éducation aux médias permet pas ça. Donc ça peut m'arriver de faire écrire, en tout cas d'accompagner à l'écriture des collégiens ou des lycéens sur un court article, mais un média entier ou un compte Instagram de lycée ou de collège, j'en sais rien, c'est quelque chose qui se fait sur un temps long, et moi je passe trop vite pour accompagner ça sur la durée, en fait. Bon, eh bien, je vais vous laisser dire un dernier mot, si vous voulez, sur le sujet, si vous avez un message que vous avez envie de faire passer avant qu'on passe aux questions avec le public. On peut commencer comme ça? Commence. Oui, vas-y. J'ai pas grand-chose à dire, à part que l'idée, c'est pour revenir, pour un petit peu récapituler ce que j'ai dit, l'important, c'est vraiment de donner la place et la parole, en fait, surtout à la jeunesse, et de bien pouvoir la considérer. Donc c'est pour ça que je vais pas parler trop, pour pouvoir laisser le public poser des questions, et notamment les jeunes personnes dans le public. Je pense que je vais rajouter que j'ai confiance en la jeunesse. Moi, j'ai pas l'impression qu'elle soit justement léthargique et incapable. Moi, je me rends compte avec la ration. Tu prouves le contraire, hein. C'est gentil. Mais je me rends compte qu'effectivement, dans la ration, en fait, il y a beaucoup de jeunes. En 4 ans, on a réussi à mobiliser peut-être une centaine de contributeurs. Donc, c'est pour 150 articles, c'est quand même pas mal déjà. Tout ça bénévolement, c'est pas du tout rémunéré. Donc, c'est vraiment juste, ils font ça à côté de leur cours. Souvent aussi, le profil de nos bénévoles, c'est des profils hyperactifs. C'est-à-dire qu'ils sont, je pense à Pauline, c'est la présidente de la ration. Elle travaille en restauration 4 jours semaine. Elle gère la présidence de l'association La Ration. Elle distribue les journaux. Elle organise aussi la rédaction. Enfin, faut vraiment être fou, quoi. Et j'en rencontre tous les jours, en fait, à la fac, des gens comme ça. Donc, j'ai confiance en eux. Et malgré le fait qu'ils soient peut-être un peu rejetés, même complètement rejetés, ce sera eux demain, dans tous les cas. C'est beau. Elsa? Non, moi aussi, juste ça, j'ai confiance effectivement à la jeunesse, et vraiment, je pense que les médias doivent arrêter de considérer qu'un jeune qui prend la parole, c'est un jeune qui se rebelle. Non, c'est un jeune qui prend sa place de citoyen, de citoyenne, et tant mieux. Je trouve que c'est plutôt au contraire à valoriser et à encourager. Très bien. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas, on va faire passer le micro, et puis je vous laisse vous lancer. Est-ce que déjà il y a des personnes qui ont des questions ou... Non. Bah moi j'en ai une. Ça tombe bien. On parle souvent des jeunesses et de la nécessité d'exprimer sa propre voix. Et moi, j'ai une question par rapport à l'accessibilité au métier, avec un master reconnu qui est très très compliqué à avoir, et qui généralement touche des personnes, où les personnes qui réussissent à l'atteindre sont des personnes qui sont issues de milieux sociologiques assez aisés. Donc comment on fait pour accueillir plusieurs paroles de jeunesse, si à de base pour entrer et devenir journaliste, c'est que les mêmes personnes qui sortent du même moule? Il se trouve, si ça peut te rassurer, que la moitié des journalistes en France n'ont pas fait d'école de journalisme. C'est mon cas. Donc, alors il y a des possibilités pour des jeunes qui n'ont pas
de ressources aussi ou de réseaux. On peut passer par la chance média, par exemple. Enfin, voilà. Il y a ces possibilités-là, mais il y a surtout possibilité de passer par des chemins détournés, d'autres masters et d'autres études ou d'autres métiers avant même, et de les valoriser en écrivant. Et on peut aussi notamment beaucoup passer par par les médias associatifs. On est un peu là d'ailleurs pour ça, mais voilà. Moi je l'ai fait aussi d'ailleurs. Enfin voilà, et ça m'a beaucoup aidé. Donc il faut absolument pas se dire que le métier de journaliste c'est son master 5, qu'il faut passer par Sciences Po, qu'il faut avoir fait une école de journalisme reconnue et tout. C'est encore aujourd'hui faux à 50%. Je vais me permettre d'ajouter 2-3 trucs. Donc moi c'est pareil, j'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai même fait des études de lettres modernes, donc c'est quand même pas la voie la plus simple non plus. Mais l'idée c'est les projets, comme tu le disais, effectivement. Enfin c'est ce que tu évoquais un petit peu tout à l'heure, mais la ration c'est un bon exemple. Quand on a vraiment envie de faire ce métier, il faut pas avoir peur d'aller essayer un petit peu d'enfoncer les portes en quelque sorte. C'est ce que j'ai fait en fait au début. Je savais pas que je voulais être journaliste en fait, c'est même un peu tombé dessus par hasard. Alors j'ai commencé par une voie vraiment très sur le côté, parce que c'était les jeux vidéo, comme tu le rappelais Margot au début de la table ronde. Mais tous les projets qu'on peut monter personnellement, c'est évidemment hyper valorisant. Parce qu'après, j'ai découvert le monde du podcast. Donc, c'était avant la vague où il y avait tout l'intérêt du podcast, il y a 10-15 ans. Et c'était, on a monté une boîte de podcast avec des amis sous forme d'association, etc. On proposait plein d'émissions en direct, en plus via la web radio. C'était quelque chose. Enfin, avec le recul, je me rendais que c'était l'expérience la plus incroyable de ma vie et je m'en suis pas rendu compte sur le coup, en fait, à l'époque. Mais ça, après, ça ouvre très facilement des portes quand vous avez des projets comme ça que vous pouvez monter. Et rien que pour ça, et je pense que tu t'en rends même pas compte, en fait, ce que j'ai dit très humblement, mais le fait de pouvoir rassembler, de pouvoir écrire plusieurs numéros de la ration, rassembler 100 personnes et tout, c'est juste incroyable. Et ça, forcément, ça aide énormément. Et c'est vrai que dans un marché qui aujourd'hui est très compliqué en plus, le marché du journalisme, il y a beaucoup de place, peu de place, pardon, et beaucoup de gens qui demandent, c'est plutôt l'inverse. Il faut malheureusement essayer de pouvoir se démarquer. C'est un bon moyen de se démarquer. Du coup, vous disiez que, aujourd'hui, on dit encore beaucoup aux jeunes qu'on doit passer par un diplôme, des diplômes classiques par rapport à ce qu'on veut faire. Selon vous, du coup, notamment les personnes qui n'ont pas de diplôme de journalisme, à partir de quel moment et comment vous avez fait pour vous présenter en tant que journaliste, pour avoir un peu ce côté légitimité? Moi, c'est toujours par rapport à ça que je pensais. Alors moi, j'ai pas de chance. Déjà, je suis une femme, donc je souffre d'un gros syndrome de l'impostrice. Je ne suis pas la seule, je le vois. Donc la légitimité, elle est très compliquée. Parfois, j'ai l'impression que je l'ai pas encore. Après, beaucoup de celles et ceux qui sont rentrés dans le journalisme comme moi avaient un autre métier. Enfin, c'était le jeu vidéo. Moi, je suis rentrée par la presse spécialisée, en fait. J'étais travailleuse sociale. Donc, j'avais une forme d'expertise de mon métier et du coup, je pouvais écrire dessus. Donc, je suis rentrée par ce biais-là. Et après, j'ai élargi. Voilà. Et la légitimité, elle est... Oh, c'est dur comme question. Je pense qu'elle est quelque part d'abord par les pairs, peut-être. Tu vois, à partir du moment où des journalistes te disent « Waouh, ça c'était un bon papier ». Alors, on te le dit pas souvent, hein. Des fois, il faut aller chercher un peu le compliment. On te le dit pas beaucoup, hein. Voilà. Je pense que la légitimité, elle est aussi dans le post-lecture. Tu vois, des gens qui te lisent et qui disent « Ok, là, ça m'a parlé, là, ça a touché quelque chose, là, c'est intéressant ce que vous avez dit, etc. » Je pense qu'elle arrive là et qu'elle n'arrive pas avec la carte de presse ou autre chose. D'abord, merci, parce que je trouve que c'est une question qu'on n'entend pas souvent et qu'on se pose pas non plus soi-même très souvent. Donc déjà, merci de l'avoir posé. Je suis assez d'accord sur le fait de la reconnaissance. Et effectivement, j'avais aussi un syndrome de l'imposteur du fait d'avoir commencé dans la presse jeux vidéo où tu dis t'es pas vraiment journaliste, tu testes des jeux vidéo, tu parles d'actu de jeux vidéo, c'est pas vraiment de l'information, etc. Tout ça, donc ça a duré un petit moment. Et après j'ai fait de la presse tech, tout ça. Enfin, la presse spé, justement, je pense qu'on a un petit peu de mal à se dire c'est pas la grande presse qui va parler du coup de l'actualité internationale ou des grands enjeux sociopolitiques, etc. Donc forcément, on a une petite difficulté par rapport à ça. Pourtant, je reste très passionné de politique, etc., de sujets vraiment, on va dire, très hard news. Mais c'est pas ceux que je traite le plus. Et c'est vrai que c'est simplement avec le temps. Alors, la carte de presse aide un petit peu à reconnaître le fait d'avoir son visage dessus, de se dire bon, on a beau dire, c'est une petite
comment dire, un petit truc en plastique, mais ça compte quand même quelque part. Mais ça suffit pas. Et c'est vrai que la reconnaissance des pairs, ça c'est vraiment très important. Et de se dire aussi des fois quand on a fait je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'articles qui vraiment nous font dire qu'on est super fiers, parce que il faut aussi des fois écrire des articles pour le tout venant, etc. Donc on passe pas notre temps à écrire des Pulitzer malheureusement. Mais il y a des fois des articles qui font la différence, et là on le sent. Des fois quand on finit, on le relit, on se dit waouh, là j'ai l'impression d'avoir fait une différence, et là on sent qu'on est un petit peu important. Mais c'est très difficile cette idée effectivement de légitimité, et je pense que c'est quelque chose avec lequel il faut se battre. En tout cas, il ne faut pas avoir peur de se sentir légitime aussi par moment, l'expérience aidant aussi. Pourquoi la ration comme titre de journal? Alors, ça vient en fait, c'est le radical du mot rationalité. Alors, à la base, la ration, c'était un journal qui était censé un peu fact-checker à la base. On s'en est détaché parce que on trouve que le terme rationalité est vachement galvaudé, et pas pour le meilleur d'ailleurs. Donc maintenant, on n'en parle plus trop. Mais effectivement, l'idée, c'était de dire que, et vu qu'on était vraiment un journal qui n'était pas censé être très régulier, en fait, c'est à peu près 3 par semestre à la base, on n'avait pas vraiment de date très précise, et on s'était dit, bon, c'est un peu une ration qu'on donne comme ça de temps en temps, une ration de rationalité. C'était ça le jeu de mots. Et puis finalement, ça sonnait bien, donc on a gardé ça. Voilà. Bon, et pas d'autres questions, c'est sûr. Merci d'avoir été là, de les avoir écoutés. Et puis merci à vous trois pour ces discussions très intéressantes. Merci à toi et merci au LIP.